Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Louis Mauger. Il est l'un des porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des retraités. Merci, M. Mauger, d'avoir accepté notre invitation. Et je me demandais, est-ce que vous venez donner de bonnes nouvelles aux retraités? Eh bien non, en règle générale, surtout dans la période dans laquelle nous sommes, la période de septembre, octobre, novembre, c'est la période où est voté le plan de financement de la sécurité sociale. Et dans ce plan de financement, bien entendu, on imagine que chaque année, il y a une petite attaque. Quand ce n'est pas une grande, c'est une petite. Et notamment, cette attaque qui nous vise dans ce nouveau plan va concerner l'abattement. On a un abattement sur nos impôts et cet abattement-là va être diminué. Il y a un abattement qui va être revu. Donc, ça veut dire qu'à terme, la pension va être diminuée. C'est ça. D'accord. Donc, en Martinique, on a quand même du mal à comprendre certaines choses, à comprendre comment des gens peuvent vivre avec une si petite retraite. Vous m'aviez expliqué tout à l'heure qu'il y a des gens qui touchent 100 €, il y a des gens qui touchent moins de 500 €. Comment aujourd'hui on peut vivre avec ça seulement d'argent? Pourquoi les gens ne touchent pas un minimum vieillesse obligatoire? C'est vrai, c'est une très bonne idée. C'est l'une des idées que nous préconisons d'ailleurs. Un minimum vieillesse, d'ailleurs, ajouter de la cherté de la vie, du coût de la cherté de vie, puisque nous savons que la vie est plus chère ici qu'ailleurs. C'est reconnu, la preuve, c'est que c'est versé aux salariés de la fonction publique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre qu'une fois qu'on arrive à la retraite, qu'on a une rémunération qui est réduite de moitié. Bien entendu, avec un petit ajout de la retraite complémentaire. Mais ça reste toujours dans un environnement qui correspond à 60% de la rémunération précédente. Et c'est vrai que les conditions de vie ne changent pas, c'est-à-dire que les prix augmentent. Et d'ailleurs, nous avons expliqué dans la déclaration, alors je profite pour dire que l'intersyndicale est composée de la Fédération des syndicats de la fonction publique, de la FSM, de la CDMT, de la FSU, de la CFTC, de Force ouvrière. Donc je disais qu'aujourd'hui, et c'est plus un secret pour personne, puisque c'est une étude du Conseil économique, social et environnemental qui dit que les retraités consacrent 28% de leur pension rien que pour la consommation à l'alimentation. Oui. Alors, et quand on sait ici que l'eau est le plus cher de France, quand on sait que notamment les dépenses concernant la téléphonie mobile est de 60% plus chère qu'en France, on se demande, effectivement, avec si peu d'argent qui reste pour un pensionné retraite, comment il fait pour vivre? Et d'ailleurs, on observe que dans l'actualité, régulièrement, on nous montre des personnes qui sont dans le dénuement total. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État est en train de nous pousser à faire non pas une retraite par répartition, mais par capitalisation? C'est-à-dire que essayer de se dire, je n'aurai pas grand-chose à ma retraite, donc mettez-y de l'argent de côté, ou bien chercher quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent pour essayer de vivre décemment. Je dis bien essayer, parce que bon. Mais ça existe déjà de toutes les manières, puisque les gens connaissent depuis longtemps l'épargne par l'assurantiel. Oui. Et l'avantage justement du régime général et de la protection sociale, c'était que tout au cours de notre vie, on pouvait, en travaillant, mettre justement dans une quête qui est la retraite, des sommes que nous pourrions retrouver plus tard, qui nous seraient restituées, et de la même valeur du coût de la vie. C'est ça la retraite. Ouais. Le problème, il est d'ailleurs celui de la pauvreté, de manière générale, en Martinique. Et quand on observe notamment que les gens travaillent très peu, ils travaillent très peu parce qu'il y a un chômage important. En plus, on connaît le phénomène de la sous-déclaration des salariés. Dans des secteurs, certains secteurs, c'est connu, le secteur de l'agriculture, de l'aide à la personne. Les gens sont très peu déclarés. Donc, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils se rendent compte qu'il leur manque plein de trimestres qui n'ont pas été validés. Et c'est ce qui fait que quand ils arrivent à la retraite, ils n'ont pas un droit à une retraite à taux complet. Enfin, disons que, vous donniez tout à l'heure le chiffre, je tiens quand même à donner celui-là, seulement 3187 retraités touchent une pension de 1200 €. Il faut savoir que dans le régime général, il y a 70 000 retraités
et pour les fonctionnaires, 30 000. Grosso modo, nous sommes 100 000 retraités en Martinique. Oui. Donc, pour le régime général, il n'y a que 3 000 personnes qui touchent 1 200 euros. Autrement dit, il y a 40 à 50 000 qui ont des pensions de misère, entre 100 euros, comme vous le signalez tout à l'heure, 400 euros ou 800 euros. Mais ça ne va pas plus loin. D'accord. Alors, vous avez parlé des gens qui ne déclaraient pas. C'est vrai, les gens de maison, tout ça. Et vous me disiez tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, qu'aujourd'hui, ça existe moins par rapport aux associations qui font cette aide à la personne. Et il n'y a pas de rétroactivité. On ne peut pas dire à quelqu'un qui peut prouver que vous avez eu quelqu'un là, la loi, non. Alors, à condition, alors si un employeur de bonne foi, coincé et ne peut pas faire autrement, il sera contraint de réparer ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que s'il a omis de déclarer parce qu'il y a des cotisations, et ce qui est malheureux, c'est qu'il faut observer que le salarié qui a une bulletin de salaire, il constate bien que la retenue a été faite sur son salaire. Simplement, l'employeur ne reverse pas à la sécurité sociale. Ouais. Donc, il y a effectivement cette truanderie qui existe et qui fait que le salarié... Et le drame, c'est qu'il découvre ça quand il part à la retraite. Ouais. Puisque ce que la sécurité sociale aurait pu faire et qu'elle ne fait pas, ça aurait été de tenir informé le salarié chaque année de l'état de sa situation sur son compte retraite. Parce que c'est possible, ils ont tous les éléments, mais ce n'est pas fait. Si bien que le salarié découvre juste au moment où il part qu'il n'a pas de droit, il n'a pas d'ouverture de droit. En tout cas, s'il a des ouvertures de droit, c'est minoré et c'est quasiment rien parce qu'il ne totalise pas les 166 trimestres de cotisation qu'on demande pour quelqu'un qui devrait partir maintenant, là, aujourd'hui à la retraite. Quelqu'un qui serait dans 57, par exemple, qui ferait valoir ses droits à la retraite, eh bien, il faut qu'il fasse la preuve qu'il a cotisé pendant 166 trimestres. Eh bien, non. Alors, comment faire la preuve? C'est-à-dire, si on a, par exemple, des bulletins de salaire, parce qu'apparemment, certaines collectivités ou dans le privé, il manque 1 année ou 2 années. Et vous savez que vous avez fait ça, vous avez travaillé pendant 10 ans dans la même société, et puis la Sécu vous dit, ouais, mais là, il me manque 2 années. Oui, tout à fait. Alors, si effectivement, vous avez des bulletins de salaire, c'est important ce que vous dites. Si vous avez des bulletins de salaire, vous pouvez effectivement faire valoir auprès de la Sécurité sociale que le prélèvement a été fait, mais il ne leur a pas été versé. Alors, il appartient à la Sécurité sociale de se retourner contre les personnes s'ils sont vivants encore. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de la retraite, la plupart du temps, lorsqu'on sait qu'il y a un turnover très important des entreprises, à une époque, quand j'étais moi-même salarié à la Sécurité sociale, j'observais qu'il y a 5000 entreprises qui se créaient chaque année et 5000 qui disparaissaient. Donc, c'était une petite mécanique qui montrait bien qu'il y avait une organisation de l'invisibilité. Hein. On créait, en même temps, on disparaît. Bon, et c'était toujours les mêmes volumes. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a des gens, effectivement, qui sont condamnés à ne pas pouvoir se faire reconnaître. L'entreprise n'existant plus, vous ne pouvez pas vous retourner contre elle. C'est ça. Hein, voilà. Et ça, c'est le lot de pas mal de salariés. Alors, il y a une question, on discutait de ça la semaine dernière, j'espère que cette personne écoute et pourra éventuellement apprécier la réponse. C'est une dame qui a travaillé plus de 20 ans dans une société dans le privé. Oui. Et aujourd'hui, elle est en collectivité et on lui propose de faire un stage pour pouvoir être titularisée. Et on lui explique que cette collectivité risque de prendre le nombre d'années travaillées dans le privé, additionner tout ça. Donc, la question qu'elle se pose aujourd'hui, a-t-elle intérêt à faire ça? Ou a-t-elle intérêt à garder ce qu'elle aura comme retraite dans le privé et ce qu'elle aura dans la retraite dans la collectivité? Donc, pour elle, c'est une grande question, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut signer cette titularisation ou pas? Est-ce que vous avez une réponse à ça? La réponse qui me paraît objective, c'est qu'effectivement, il faut que soit faite une jonction des droits. Parce que pour faire liquider son droit à la retraite, il y a 2 conditions. Il y a une condition d'âge, il faut avoir 62 ans. Bien sûr. Et puis, il y a une condition de trimestre validé. C'est ça. Bon. Donc, tant qu'on a passé 2 conditions-là, on ne peut pas faire valoir la notion de trimestre, de pension à taux plein. Hein, il y a une notion de pension à taux plein, on peut partir, hein, mais
on n'aura pas un taux plein. C'est ça. Et il y aura, comme pour les assurances, bonus-malus, et dans la circonstance, malus, puisque vous n'avez pas le nombre de trimestres. C'est ça. Donc, on va déduire d'un montant que l'hypothèse voudrait que si vous avez travaillé le nombre de trimestres, vous avez droit à temps. Eh bien, après, on va simplement faire une déduction pour dire, mais comme vous manquez le trimestre de l'année dernière, celui de l'année d'avant, etc., etc., et on va faire effectivement une défalcation de manière à vous ramener à une trimestre minoré. Mais apparemment, elle aura le nombre de trimestres, puisqu'elle ne part pas là encore, elle partira dans 2 ans. Mais la question qu'elle se pose, faut-il signer cette titularisation si la collectivité, si on mélange les 2 retraites? Enfin bon, je comprends que ça la préoccupe, mais je ne sais pas quoi lui répondre. Mais... Oui, mais de toutes les manières, c'est la Caisse générale qui va lui liquider ses droits. D'accord. Donc le service public va simplement ramener tous ses droits au même endroit, parce que tous les droits collectés, comme vous avez travaillé par exemple en Guyane pour l'armée ou pour je ne sais pas trop quoi, on va rapatrier vos droits simplement en établissant un certificat qui sera remis à la CGSS. Et c'est ça qui va faire valoir l'ouverture de vos droits. Puisque... En tout cas, on a intérêt quand même à se préoccuper de sa retraite quelques années avant la date fatidique. Et même régulièrement chaque année. Même régulièrement chaque année, parce que c'est vrai que si au dernier moment, on se préoccupe de ce genre de choses, avec la fatigue, avec le nombre d'années, on est moins vivace. D'accord. Effectivement, en faisant tout simplement une demande à la sécurité sociale, elle aurait dû le faire automatiquement. Oui. Mais en faisant une demande du compte individuel retraite, on a chacun un compte individuel retraite. On devrait pouvoir chaque année dire aux salariés, mais vous avez collecté à ce jour tant de trimestres. D'accord. Et à ce moment-là, si un trimestre n'a pas été déclaré, le salarié a la possibilité de se retourner tout de suite contre l'employeur pour lui dire « mais vous avez oublié de me déclarer le premier ou le deuxième trimestre ». Et donc de se rétablir rapidement dans ses droits. Donc ça aurait été effectivement la bonne démarche, telle que vous le suggérez, que chaque année, mais chaque personne s'occupe effectivement de sa situation et fait sa réclamation. Et normalement, la Sécu ne devait pas poser de problème pour dire à quelqu'un « voilà l'état de votre situation ». Est-ce que ceux qui touchent 100 € ne pourraient pas bénéficier ne serait-ce que du RSA de manière à avoir le minimum? Enfin, c'est même pas 500 €, c'est même pas le minimum vieillesse, je suppose, chez nous. Le minimum vieillesse, c'est 800 €. C'est 800 €. Oui, voilà. Ça tourne autour de 800 €. C'est-à-dire, on va vous donner un complément. Si vous avez une ouverture de droit de 300 €, 400 €. Ah, d'accord. On vous donne on va vous donner un complément. De manière à ce que vous ayez le minimum pour vivre. D'accord. Bon, ce qui est loin de la nécessité pour vivre. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre la compréhension du minimum par le service de la sécurité sociale et puis ce que vous exigent les conditions de vie, avec un loyer, avec une voiture, avec le coût de l'électricité, le coût du téléphone, de l'alimentation. Et des enfants aidés des fois. Oui, même si c'est pas grand-chose, mais aider des enfants. Exactement. Vous faites bien de le signaler. La plupart du temps, les enfants, en fait, ne sont jamais partis. On hérite même les petits-enfants. Si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que dans certains foyers, ce sont les grands-pères qui s'occupent des enfants. Oui. Et d'ailleurs, on le voit parfois dans l'actualité qui nous est proposée. Et ça montre bien, justement, que la pauvreté s'élargit. Le cercle de pauvreté s'élargit de plus en plus. Et les gens, ils sont obligés de se resserrer en génération pour pouvoir collectivement s'en sortir. Et la société fait énormément de dégâts de ce point de vue-là. Et tel que vous le suggérez, il n'y a rien pour réparer, il n'y a rien pour permettre justement que les gens aient une vie digne. Une vie digne, c'est une vie qui vous permet de vivre, de vous nourrir, de vous éduquer, de sortir, de vous divertir, de vous cultiver, etc. C'est ça, une vie de dignité. Et aujourd'hui, à la Martinique, nous avons... c'est l'un des départements où il y aura le plus de seniors. En effet. Donc, ce problème va s'accentuer, j'ai envie de dire, à la Martinique. Oui, alors vous mettez le doigt sur un problème qui se pose en ce moment même avec la question du coronavirus. On voit bien que la question du vieillissement, c'est la question qui est la plus problématique parce qu'on dit que les personnes âgées, du fait de leur comorbidité, puisque c'est vrai que plus on avance en âge, plus on est susceptible d'être malade, d'avoir des maladies immunes, d'avoir des maladies graves, etc. Et on se rend compte effectivement qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui sont isolés. Quand je vous disais qu'il y a 100 000 retraités, sur les 100 000 retraités, je crois qu'il y a au moins 16% qui ont plus de 70 ans. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont grabataires, qui ont des maladies et qui souffrent énormément.
et ils ne sont à charge de personne. C'est ça. On parle des EHPAD, mais les EHPAD n'hébergent que 2000 personnes. Sur les 100 000 retraités, il n'y a que 2000 personnes en EHPAD. Il faut avoir les moyens de payer. Parce que c'est extrêmement cher, me semble-t-il, de mettre ses parents dans un EHPAD. Exactement, vous avez parfaitement raison. Les maisons de retraite, tout ça, est-ce que sur ça, l'État ou la collectivité, la CTM, pourrait pas peut-être créer plus d'infrastructures de ce genre? Est-ce que c'est le manque d'infrastructures qui fait que ceux qui sont là coûtent cher? Ce que vous dites, c'est une revendication que nous développons. Nous disons qu'il faut effectivement penser dans la perspective que vous évoquiez. On sera le département le plus vieux. On est déjà à 100 000 retraités. On sera à 130 000. Et sur 300 et quelques mille habitants. Oui, puisqu'il y a une immigration qui se fait, les jeunes ne reviennent pas. Il y a un vieillissement de la population qui est forcément visible. Et les structures ne suivent pas. Les gens, la plupart du temps, du fait de leurs pauvres moyens, restent chez eux. Ils ne peuvent pas aller en établissement ni quoi que ce soit. De notre côté, on se rend compte que les services d'aide à la personne, ces associations n'ont pas non plus les moyens de faire face. C'est ça. Parce que l'aide que donne la CTM à l'autonomie, parce qu'il y a une aide à l'autonomie et au handicap, mais c'est une aide qui est tellement minime que les associations ne font pas grand-chose pour les personnes qu'ils ont à charge. Ils font uniquement que l'aide ménagère, alors que ces personnes-là, ils auraient besoin de quelqu'un pour lire, faire de la lecture avec eux, les emmener au cinéma, les emmener se divertir. Puisque la plupart du temps, les personnes isolées ne le sont pas par vocation. C'est parce que leurs enfants sont partis, en France ou ailleurs, et ne reviennent pas. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de boulot, pourquoi ils vont... Pour faire quoi ils reviendraient? Et ça fait effectivement que ça nous crée un véritable problème du vieillissement. Et ce problème du vieillissement n'est pris en charge ni par l'État, ni par les collectivités. Il n'y a aucune réflexion qui amène à une action sur cette affaire-là. Et quand vous dites 2030, c'est demain. C'est demain. Alors, que fera-t-on des 130 000 retraités, à part les fonctionnaires qui vont peut-être avoir un revenu suffisant? Mais les régimes généraux, je vous disais, sur les 60 000, il n'y a que 3 000 personnes qui touchent 1 200 €. 3 000 personnes. Et le reste, c'est une vie à volo. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion sur la prise en charge des personnes, qu'il y ait des infrastructures, comme vous les êtes en train de le suggérer. Sinon, ça va se terminer en drame. Ça va se terminer en drame. Ce sera un coronavirus bis, mais dans la vie normale. Parce que les gens vont mourir de pauvreté dans leur coin, d'insuffisance alimentaire et tout. Et le coût de la retraite n'est pas indexé comme le coût de la vie, je suppose. Ça n'augmente pas en même temps que le coût de la vie. Non, on a bien vu, je vous disais tout à l'heure, que ça a augmenté de 0,4%. Et ces 0,4%, ce n'est pas le coût de la vie. Déjà, le coût de la vie, on nous floue quand on nous parle de l'inflation. Souvent, on nous donne l'inflation comme mesure d'évolution du coût de la vie. Mais ça, c'est valable là-bas. Mais l'INSEE ne fait pas d'études du coût de l'inflation vraiment ici. Parce que ce serait beaucoup plus que ça, parce que la vie est plus chère. Et deuxième injustice, c'est que lorsque dans une étude, on vous dit, l'étude des prix, notamment des prix et de revenus, on vous met 1500 articles pour, voilà. Vous savez très bien que c'est pas, la brosse à dents n'augmente pas le coût de... Je ne veux pas dire que les hommes ne se brossent pas les dents. Mais c'est fait pour ramener les prix qui montent. C'est ça. Notamment les prix de l'alimentation. Tout à l'heure, je vous disais que ça représente l'alimentation seulement, c'est 28% du montant de la pension. Quand vous mettez le loyer, un loyer en HLM, c'est 300 €. Alors, lorsque vous mettez les médicaments qui ne sont pas remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale, sous prétexte que c'est des médicaments de confort, vous avez des douleurs, vous êtes obligé d'avoir des frictions, d'avoir des cataplasmes, des machins comme ça. Et ça coûte cher et c'est pas remboursé. Donc, on se rend compte qu'effectivement, les gens se laissent aller à ne pas se prendre en charge, à ne pas s'auto-entretenir. Et le responsable, c'est la pauvreté, c'est le système dans lequel nous sommes, un système capitaliste qui ne pense pas au bonheur des gens, qui ne pense pas à l'épanouissement des gens. C'est un système où c'est ça ou faire ouais. Donc, on ne peut pas envisager un avenir pour les personnes âgées dans un tel système.
Et quand on voit, comme je vous le disais en entrée, que les mesures qui vont être prises dans le plan de financement, ce sera encore de réduire la retraite qui est versée, la retraite de base, on a tout intérêt, nous les organisations syndicales, nous appelons les travailleurs et les retraités à s'organiser pour faire bloc face à cette politique qui rogne sur nos conditions de vie et qui nous empêche à vouloir être heureux. Alors vous dites quelque chose de très important, c'est-à-dire le retraité peut toujours être dans un syndicat. Ah oui, oui. D'accord. Ah oui. Il ne faut pas se dire je suis à la retraite. C'est fini. C'est fini. Non. Les retraités et les actifs, nous avons comme pratique qu'il y a un lien. D'ailleurs, dans certaines branches professionnelles, ce sont les actifs qui négocient pour les retraités. D'accord. Il y a comme l'EDF notamment, AEDF notamment, il y a des négociations qui sont faites pour les actifs, et ce sont les mêmes des syndicats qui sont les actifs, qui mènent également des négociations concernant des avantages auxquels bénéficient les retraités. Et si on y prend garde, ça diminue comme peau de chagrin. Donc nous avons intérêt, et chaque année c'est le cas. Là, il y avait tous ces temps derniers des manifestations en France, des retraités, justement, pour en appeler aux politiques, parce qu'en quelque part, à défaut de nous adresser à des employeurs, parce que nous ne sommes plus au travail, mais nous nous adressons à ceux qui font la loi. Ouais. Ceux qui font la loi, ce sont nos députés, nos sénateurs. Et régulièrement, nous les interpellons pour leur dire, mais intervenez de manière à ce qu'on respecte ici, de la même manière qu'on considère que pour le secteur de la banane, il y a ce qu'on appelle l'OPOSEI, qui est une politique pour réduire les coûts des entrants. On dit, voilà, ce sont des gens qui sont ici, qui développent l'agriculture, mais ils sont pénalisés parce que les produits sortent en Europe, etc. Donc, il faut leur permettre d'émarger aux aides, etc. Ouais. Eh bien oui, mais c'est aussi pareil pour nous. C'est aussi pareil pour tous ceux qui consomment, puisque les produits de consommation sont plus chers. Donc, tout le monde aurait dû avoir droit aux 40%. C'est ça. À l'instar de ce qui se fait pour la production, on les aide pour qu'ils puissent faire face, justement, aux inconvénients de l'éloignement. Eh bien, nous aussi. Donc, on considère que le combat est à mener et nous sollicitons les élus en leur disant mais faites valoir ça, faites valoir le droit que nous ayons effectivement un niveau de vie correct, de manière à subvenir à nos besoins et à celle des générations futures. Est-ce que les CCAS dans les mairies peuvent se substituer un petit peu aux collectivités, à l'État pour aider les administrés? Mais encore ont-ils l'argent pour faire ça? C'est ça. Parce que dans les mairies, je pense que c'est vous connaissez la musique. Vous connaissez la musique et la chanson. Non, c'est effectivement, c'est le rôle des CCAS, mais ils n'ont pas d'argent. Les mairies, j'entends régulièrement M. Marajo le dire sur vos antennes, et il a raison. Les mairies sont endettées. La mairie de Fort-de-France n'est pas que celle-là. Toutes les mairies sont endettées parce qu'ils n'arrivent pas à faire face au fonctionnement normal. Parce que ils n'ont pas de revenus, l'État ne leur donne pas. Heureusement qu'il y a l'octroi de mer, qui est un impôt que nous payons, parce que c'est nous, en fait, qui finançons les collectivités, puisque l'octroi de mer, c'est nous qui la payons. Et en plus, pour l'octroi de mer, il faut se battre encore pour qu'on la conserve, parce que l'Europe n'arrête pas de donner des coups de boutoir pour enlever c'est un combat de tous les temps. C'est un combat de tous les temps, et ça montre bien, justement, que l'État central n'a aucun respect pour nous. Ils ont su profiter de nous-mêmes. Ils ont su, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Europe doit son développement au pillage du tiers-monde et singulièrement à l'esclavage. C'est l'esclavage des Antilles qui a fait la richesse des ports de Bordeaux, de Saint-Nazaire, de La Rochelle, etc. Et qui ensuite a permis un développement du commerce en France. Et c'est ça la clé de départ. Le capitalisme primitif, comme on dit, est né sur les côtes de France et ça a été le résultat justement de cette politique de commerce triangulaire. Donc nous sommes à l'origine de la richesse en Europe. Et pas seulement en Europe, à certaines personnes aussi ici. Oui, bien entendu, puisque nous avons un passé présent. Donc les choses ne se déroulent pas différemment si nous n'y faisons garde et si nous ne prenons pas nous-mêmes à bras-le-corps ces revendications-là. Il faut que nous interpellions les autorités. Nous sommes en train de le faire là dans le cadre de la crise du coronavirus, notamment de l'obligation vaccinale. Hier encore, nous étions en discussion avec les organisations patronales, on peut le dire comme ça, pour que tout soit fait.
Parce qu'on dit qu'effectivement, le taux de vaccination dans le secteur de l'aide à la personne est de 30%. Oui. Alors, que vont faire les associations de l'aide à la personne? Ils vont abandonner les personnes chez eux, C'est ça. chez elles. Ouais. Ils sont bien obligés de trouver des solutions parce que on ne peut pas dire qu'on va laisser sur le compte de la famille les personnes âgées. La famille n'est pas là, la famille est loin. Et donc, on est constamment dans cette préoccupation de la prise en charge des personnes âgées et il appartient aux politiques de le faire. Et ça, c'est notre préoccupation et notre combat. Monsieur Louis Mauger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous donner ces informations importantes et capitales. Surtout, retenez que même si vous êtes à la retraite, vous pouvez toujours être syndiqué, puisque vous voyez bien qu'ils se battent pour réactualiser les choses. Vous faites partie, vous êtes l'un des porte-parole de l'intersyndical des syndicats des retraités à la Martinique. Merci beaucoup, monsieur Mauger. Alors, non à tous, je vous remercie de nous avoir invités pour que nous ayons à expliquer un petit peu la politique que nous menons et nos actions. Merci encore. Monsieur Mauger. Merci, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.